Bonjour à tous et bienvenue dans cette visioconférence sur l'accueil familial. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Je suis Pascal Massias, je serai votre hôte aujourd'hui. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je réalise également les déménagements et je réalise des conférences à destination des seniors sur le département de l'Allier. Vous pouvez me contacter à mon adresse mail massias.pascal@movadom.com. Vous pouvez vous inscrire et partager le lien pour vos proches, pour vos amis, sur le site movadom.eventbrite.com. Vous retrouvez toutes nos visioconférences de la rentrée. Et maintenant, je vais laisser la place à Gwendoline qui va se présenter et prendre la main. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation de ton métier et de nos conférences. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Valérie de Cette Famille qui va pouvoir également nous apporter pas mal un éclairage très important sur les familles d'accueil. Donc, moi, je vais vous présenter de manière globale, mais vous pourrez lui poser vos questions. Et donc, ça va être voilà, un moment, comme toujours, d'échange et d'interaction. Donc moi, de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gwendoline Cotrez. J'ai fondé il y a maintenant 9 ans, un peu plus de 9 ans, la structure Movadom dans l'Île-de-France et j'organise donc des visioconférences pour les retraités, également des conférences, donc certains m'ont peut-être déjà vu en vrai, et puis également un livre audio que j'ai coécrit et co-enregistré avec Isabelle Palassin, qui est psychanalyste, sur le déménagement senior, qui est un guide en fait sur le déménagement. Et vous pourrez le retrouver sur notre site movadom.com/livre. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler de cette solution de famille d'accueil qui est vraiment très importante, très intéressante et peu connue encore. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, que vous puissiez repartir avec plein d'infos. N'hésitez pas, comme toujours, à me poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, à la fin, Pascal vous permettra d'ouvrir vos micros. Donc, vous pourrez sans problème poser vos questions. On commence par un petit quiz parce que j'aimerais bien vous faire, participer, puis savoir un petit peu déjà ce que vous connaissez vous déjà sur le sujet de la famille d'accueil et puis savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que peut-être certains sont là pour différentes raisons et ça m'intéresse pour qu'on puisse aussi orienter, nous, la façon dont on va présenter les choses. Donc, première question, alors c'est très simple. Sur les questions, vous pouvez noter sur un papier vos réponses. Donc, c'est 1 ou 2 ou 3, 2, 1, 2 ou 3. Et puis ensuite, vous pourrez mettre vos réponses à la fin dans le chat et je me ferai un plaisir de vous donner les réponses, sauf pour la dernière qui est très personnelle pour le coup. Donc, première question, quel est le reste à charge moyen en accueil familial? Est-ce que c'est 2 000 € par mois? Donc c'est la première réponse. 200 € par mois? La deuxième réponse. Ou 1 100 € par mois? C'est la troisième réponse. Donc là, vous pouvez noter sur un petit papier ce que vous pensez. Deuxième question, l'agrément des accueillants familiaux est délivré par 1, le département, 2, la ville, 3, aucun agrément n'est nécessaire. Donc, pareil. Quel est l'âge moyen, d'après vous, donc ça c'est la troisième question, des personnes âgées accueillies? Première réponse, 85 ans, deuxième réponse, 65 ans et troisième réponse, 92 ans. Donc d'après vous, quel est l'âge moyen? Ensuite, quatrième question, êtes-vous en recherche d'informations? Première réponse, là, c'est vraiment vous qui voyez, hein, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Pour un proche. Deuxième raison, pour vous-même. Ou troisième raison, pour toute autre raison, pour prendre de la formation tout simplement, peut-être pour des amis ou pour vous informer. Vous pouvez mettre dans le chat vos réponses.
Donc les 3 premières sont plus, des connaissances que vous avez ou pas. Alors après on peut, certains d'entre vous ont peut-être les réponses. Ah, je vois qu'on a Aline qui est avec nous sur la visio, superbe, ravie de t'avoir avec nous. Donc il fait partie aussi de cette famille. Donc si vous avez des questions en lien, avec la structure cette famille qu'on va présenter, hein, vous pourrez poser vos questions aussi dans le chat. Vous avez la chance d'avoir, voilà, plein de professionnels qui sont présents et ça aussi c'est vraiment important parce que bon, moi je pourrais vous donner plein d'infos, hein, je vais le faire au maximum, mais il y aura pas j'aurai pas toutes les réponses à vos questions. Alors, y a-t-il des réponses qui arrivent? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu du mal à avancer. Non, je vois pas de réponse pour l'instant. Ah si, Pascal. Alors, Pascal, tu me dis pour le premier 3. Je tente. 1, 1, d'accord, très bien et 3 autres, oui, bon, bah, toi, mais tu vas repartir aussi avec plein d'infos. Alors, je vois qu'il y a Lou Maréchal qui est en train d'écrire quelque chose. Ah super. 3, 1, 1 et 3. OK, superbe. Donc au niveau des réponses, je sais que c'est pas forcément évident, alors vous pouvez continuer à mettre vos réponses. Le reste à charge, alors sachant que c'est des chiffres que moi j'ai trouvés, alors grâce à un outil formidable, et là je vais encore parler de cette famille, mais qui est ce petit guide qu'on m'a donné. Alors vous le voyez peut-être pas très bien, je pense qu'il faut que je le mette peut-être, oh là là, voilà, à côté de mon visage. C'est le panorama et perspective de l'accueil familial. Vous pouvez le trouver en ligne, hein, sur le site de cette famille. C'est vraiment très complet. Il y a plein d'infos sur l'accueil familial et des infos qui parfois sont un peu étonnantes. Donc vous allez voir, il y a des choses sur lesquelles moi je m'attendais pas forcément. Alors Josiane, vous me dites 2, 2 et 3. OK. Et Agnès 3, 1, 1. Alors pour l'instant, on a plutôt, effectivement, du 3, 1, 1. Donc en tout cas, toutes ces réponses, toutes ces infos, je les ai trouvées moi dans le panorama qui a été fait par cette famille. Donc le reste à charge moyen, c'est 1 100 €. Donc là, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous aviez trouvé. C'est un reste à charge, on va le voir, qui est quand même assez peu élevé par rapport à d'autres solutions. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour cette solution. L'agrément des accueillants familiaux, c'est délivré, par ça, c'était le petit 1, certains d'entre vous ont trouvé le département. C'est bien ça. Donc c'est vraiment le département qui gère, ce qui fait aussi qu'on a des disparités entre les départements et c'est quelque chose dont on parlera peut-être aussi, qui sont assez fortes parce que ça dépend vraiment du département dans lequel vous êtes, que vont être, traitées toute la partie politique en fait, hein, sur l'accueil familial. Troisième question, l'âge moyen. Alors ça, c'est très étonnant. Là, vous n'avez pas trouvé, mais je comprends pourquoi et moi, je ne m'y attendais pas. L'âge moyen, c'est 65 ans. Alors aussi parce que vous avez, et on va le voir, beaucoup de personnes qui sont en famille d'accueil, qui sont des personnes jeunes en situation de handicap. On pense plutôt aux personnes âgées en famille d'accueil, mais pas forcément. On le sait, hein, les personnes jeunes en situation de handicap, les solutions sont assez, difficile à trouver et la famille d'accueil est une solution. Donc c'est ce qui explique, parce qu'on va le voir, l'âge moyen des personnes âgées accueillies est quand même assez élevé. Et bah, la dernière, question, alors a priori, c'est plutôt autre, donc vous êtes plutôt là, pour vous informer de manière générale, mais pas forcément, pour vous-même ou pour un proche. Je pense qu'il y a peut-être des aidants dans le groupe, donc qui s'informent pour des parents, pour des amis, pour des voisins, enfin voilà, toute personne avec lesquelles vous êtes en contact. On va commencer par, de la définition, hein, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une famille d'accueil? Parce qu'on a peut-être une vision, alors vous connaissez peut-être, on connaît un peu plus les familles d'accueil pour les enfants, donc qui sont gérées aussi pour le coup par les départements, qui accueillent des enfants qui sont placés par l'ASE, mais là on est vraiment dans une dimension qui est complètement différente, hein, vous allez le voir, mais c'est vrai qu'il est encore aujourd'hui très peu connu et qui doit être plus connu. Donc l'accueil familial, c'est un dispositif qui permet à une personne âgée et ou handicapée, donc vous allez le voir, il y a des personnes qui sont âgées avec un handicap, des personnes qui ne sont pas âgées mais qui ont un handicap, d'être accueillies au domicile d'un accueillant familial. L'accueillant familial
est rémunéré pour cette prestation, hein, c'est vraiment son travail. Et il y a un contrat qui est signé qui fixe les conditions. Donc, on va le voir ensemble, hein, il y a plein de conditions différentes sur l'accueil familial, des conditions matérielles, humaines, financières. Donc, il y a un vrai contrat juridique qui est mis en place. La personne qui est accueillie peut recevoir des aides sociales et fiscales. Donc, ça aussi, on va en parler. Il y a de multiples aides qui existent. Donc, j'ai trouvé cette information sur le site service-public.fr. C'est un site dont je parle souvent dans mes conférences, qui est vraiment un site de base pour retrouver toutes les informations nécessaires sur les aides financières, mais sur plein, plein de choses. C'est mis à jour régulièrement. C'est le site du gouvernement. On est sûr qu'on n'a pas d'informations erronées sur ce site-là, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur le paiement et les charges sociales, les différentes charges liées à l'accueil familial sont sur ce site. Concrètement, parce que bon, cette définition, elle est peut-être pas très, précise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chambre individuelle d'au moins 9 mètres carrés, donc ça, c'est quelque chose qui a été, qui est légal, hein, ça doit être au moins 9 mètres carrés. C'est la mise à disposition d'une salle d'eau et de toilettes. C'est pas toujours individuel. Je suis allée dans une famille d'accueil, récemment, et il y avait donc il y a 3 personnes. Les familles d'accueil peuvent accueillir 3 personnes maximum, je crois, sauf si c'est un couple où là, on peut passer à 4 max. Oui, ah, je vois Valérie qui acquiesce. Oh, j'ai bien travaillé, hein, parce qu'il y a effectivement, vous allez le voir quand même, beaucoup merci, beaucoup, beaucoup de détails et de normes, de choses légales enfin, moi, j'ai pas pu tout connaître, hein, je peux pas tout connaître. C'est vrai que là, on s'appuiera aussi sur cette famille, sur cette partie-là. Donc en tout cas, dans la famille dans laquelle je suis allée, il y avait une chambre avec une salle de bain individuelle. C'était une chambre qui est avec un lève-malade, donc qui était pour une personne qui était un petit peu plus dépendante, et 2 autres chambres où il y avait une salle de bain qui était accessible aux 2 personnes. Donc voilà, on est sur ce type de solution, donc parfois une salle de bain qui peut être partagée. Un accès aux pièces communes, donc la famille d'accueil, moi, que j'ai visité, il y avait un accès complet, au salon, à évidemment la cuisine, à tout l'espace extérieur. Il y a un très joli jardin. Donc tout ça, c'est accessible. Bien sûr, on n'a pas le droit, enfin voilà, chacun a son espace personnel, donc la chambre des enfants ou de l'accueillant, est son espace personnel. Il y a des repas qui sont prévus, qui sont gérés, organisés par la famille d'accueil, hein, donc ça, vous n'avez plus à gérer ça. Parfois des activités, des sorties, des propositions, ça dépend aussi de la famille d'accueil. Et puis la participation à la vie familiale, hein. On a des familles dans lesquelles il y a des enfants qui sont présents, qui habitent dans la famille. Donc c'est aussi ça, on va le voir, qui attire beaucoup les personnes qui vont en famille d'accueil. C'est cet aspect, vie familiale, d'avoir, bah, ça bouge, on est, entre les générations, et ça, c'est vraiment très chouette. Il y a parfois un jardin, parfois des enfants, pas toujours, ça dépend de la situation, et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi, quand on veut choisir une famille d'accueil, de bien rencontrer la famille, d'aller voir comment ça se passe, parce que, selon la structure, le lieu où vous serez, ça sera très différent. Hem, il y a la possibilité également de recevoir sa famille, ses amis. On a, la possibilité, alors en prévenant bien sûr la famille d'accueil, hein, de recevoir des personnes. Le but, c'est que vous puissiez aussi, continuer à garder votre, vie relationnelle que vous aviez avant. Alors, pourquoi est-ce que les personnes choisissent la famille d'accueil, l'accueil familial? Alors ça, c'est toujours, hein, dans le panorama et perspective que je vous ai montré tout à l'heure, fait par cette famille. En grande majorité, c'est pour la vie en famille et les relations sociales. On le verra, la famille d'accueil, c'est vraiment du lien. C'est, quelque chose qu'on avait peut-être perdu en vivant seul à son domicile et qu'on retrouve, grâce à cette vie de famille. Donc c'est en grande majorité pour cette raison, qu'on va en famille d'accueil. Ça peut être aussi pour un refus de vivre, en collectivité. Pour certains d'entre vous, vous me direz: «Bah oui, effectivement, l'EHPAD, c'est quelque chose
chose que je veux absolument éviter et ça peut être, une raison pour laquelle on se dit: «Bah, là, je perds mon autonomie, je ne souhaite pas aller en EHPAD, c'est pas mon choix de vie, donc je vais aller en famille d'accueil», qui est une solution qui peut très bien être une alternative, mais on va le voir, pas toujours, hein, il faut faire attention là-dessus. Ça peut être pour des raisons économiques. On l'a vu, le reste à charge de 1 100 € qui est quand même, moins élevé que quand on va en EHPAD. Puis après, il y a toujours les autres réponses. Au niveau, d'autres chiffres, alors il y a beaucoup de chiffres, hein. Je vous invite vraiment à aller retrouver, les éléments, qui sont dans ce panorama. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 77 des personnes qui sont accueillies, qui sont en situation de handicap et 60 qui sont des personnes âgées. Alors on a ça se chevauche un petit peu, hein, donc il y a 38 des personnes qui sont âgées en situation de handicap. Vous avez 39 des personnes qui sont en situation de handicap sans être âgées, donc moins de 60 ans et 23 qui sont des personnes âgées mais sans handicap. Et c'est ce qui explique, hein, cet âge moyen de 65 ans qui paraît effectivement assez bas, mais qui est lié aussi au fait qu'on a, 39 des personnes qui sont des personnes en situation de handicap. Les accueillants familiaux, alors c'est un petit peu ce que moi j'imaginais, donc pour la plupart, c'est des femmes. Alors on tord un peu les idées reçues parce que là, moi dernièrement, l'accueillant familial que j'ai rencontré, c'est un homme, donc c'est pas forcément le cas, hein, mais voilà, il y a beaucoup plus de femmes. Souvent, c'est aussi une famille, hein, donc il y a évidemment, la personne qui a l'agrément qui va mais il y a aussi, tout un travail familial. L'âge médian, 56 ans, donc c'est plutôt en deuxième partie de carrière, voire, 3e partie de carrière et 65 des accueillants familiaux sont issus du secteur médico-social. Moi, la personne là que j'ai rencontrée, il était aide-soignant et c'est vrai que c'est totalement logique. C'est des personnes qui ont vraiment cette compétence, cette envie aussi de travailler avec des personnes âgées, mais qui ont à un moment de leur carrière, décidé de travailler différemment et qui ne s'y retrouvent plus ou qui ont envie, d'une vie un petit peu différente et c'est vrai qu'on a quand même plus de temps, hein. Ils accueillent 3 personnes. On le sait, par exemple, être soignant en EHPAD, il faut avoir beaucoup plus de personnes à s'occuper. Donc c'est vrai que ça permet de prendre le temps et d'avoir un accompagnement qui est très individualisé et ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a quand même 40 des accueillants qui ont encore des enfants vivant à la maison. Donc ce lien familial et ce lien, entre les générations, il est réel et il est très présent. Alors, les besoins des résidents, souvent, et peut-être que c'est votre cas ou le cas de la personne que vous accompagnez, donc pour 78 des cas, c'est, le choix de l'accueil familial, c'est pour une dépendance qui est, avérée. Donc on va alors pour ceux qui connaissent les GIR, les groupes iso-ressources pour les personnes qui ont participé à mes précédentes conférences, ça va de 1 à 6. Sachant que 6 c'est une personne qui est complètement autonome et 1 c'est une personne qui est en complètement dépendante. On est généralement plutôt des personnes qui sont GIR 1 à 4, donc des personnes, qui sont dépendantes et qui ont besoin d'aide. Alors pas constant, comme on pourrait avoir, en hôpital ou en EHPAD, mais quand même une aide importante pour faire la toilette, pour prendre les repas, pour se lever le matin. Mais pas forcément. C'est vrai qu'il y a vraiment des situations qui sont assez diverses. 30 des personnes vont aller en accueil familial pour retrouver du lien social. La solitude, l'isolement, on a fait une conférence sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui pèse beaucoup et le fait de vivre en famille, eh ben, on rompt vraiment avec la solitude. Donc voilà un petit peu sur ces chiffres. J'ai encore, 2 slides sur les chiffres et puis après je vous embête plus avec ça. Sur les profils des résidents, donc pour, on est là aussi sur un plus grand nombre de femmes. La moyenne d'âge 65 ans, je vous le disais tout à l'heure et il y a quand même 22 de personnes qui ont plus de 85 ans. Les plus de 75 ans représentent 32 des personnes et bah, là dans l'étude qui a été faite par cette famille, on a, quelques, centenaires, donc il y avait 7 centenaires et il y a des personnes très jeunes, hein, donc le plus jeune résident a 19 ans. Donc vous voyez comme quoi ça va de 19 à 105 ans.
Donc, moi, l'accueillant familial me disait, c'est un peu de 7 à 77 ans. C'est vrai qu'on a tous les âges qui se retrouvent et c'est des solutions qui peuvent être adaptées pour une personne jeune en situation de handicap, tout aussi bien qu'une personne très âgée qui a besoin d'un soutien et d'un accompagnement constant. Sur les départements, on parlait tout à l'heure des départements et des lieux dans lesquels il y a des familles d'accueil, parce que ça, peut-être certains d'entre vous vont me dire: «Bah oui, mais est-ce qu'il y a des familles d'accueil près de chez moi?» Et malheureusement, il n'y a pas de familles d'accueil partout. Alors là, la carte est assez claire. Le nombre de familles d'accueil est très important dans le nord de la France et moins important dans le reste du territoire. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, on n'est pas très riche en familles d'accueil. Mais il y en a. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers des structures comme cette famille pour demander un petit peu quelles sont les familles qui ont de la place. Mais il faut savoir quand même que c'est une profession qui pour l'instant, a du mal à se faire connaître et donc a du mal à générer de nouvelles vocations, mais on espère que ça va changer. Alors, au niveau des structures pour trouver sa famille d'accueil, c'est quand même l'aspect le plus important, c'est de trouver la bonne famille. Parce que là, c'est encore plus important, je dirais, que dans un EHPAD. On va vraiment vivre avec cette famille, donc il faut bien s'entendre, il faut avoir des caractères qui sont compatibles. Et donc, pour trouver la bonne famille, il existe des structures. Donc, il y en a plusieurs que je vous ai mis ici. Donc, il y a cette famille dont je vous parle depuis tout à l'heure et qui va nous présenter juste après. Valérie va nous présenter la structure. Il y a ici une association qui existe depuis de nombreuses années qui s'appelle Famidac. Alors sur le site aussi bien de cette famille que Famidac, je vous invite aussi à y aller pour trouver plein d'informations sur l'égal, sur la famille d'accueil. Alors cette famille, on a beaucoup de chiffres d'infographies qui sont très intéressantes et très agréables à regarder. Et sur Famidac, on a pas mal d'infos aussi sur les contrats. Il y a pas mal de choses très intéressantes également. Il y a des petits nouveaux qui se lancent, donc par exemple Familis, donc c'est des structures qui se lancent et puis il ne faut pas oublier les départements parce que c'est aussi un des rôles du département, c'est de pouvoir, détecter alors ils délivrent l'agrément. Leur rôle, c'est de délivrer l'agrément aux familles d'accueil, donc ils viennent vraiment au domicile. Ils vont, voir si le logement est adapté, ils vont faire des formations aussi, hein, il y a des formations régulières. Ils vont, contrôler chez les accueillants, bah, est-ce que ça se passe bien? Comment, est-ce que les accueils se font? Et ils réalisent aussi le suivi de la personne accueillie. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un rôle important du département. Vous pouvez demander à votre département d'avoir la liste des familles d'accueil. L'intérêt des structures que je vous présentais juste avant, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter, au département, et juste, à la frontière du département. Ils vont pouvoir vous présenter toutes les structures qui sont, à proximité et qui pourraient vous convenir. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se limiter juste à son département. Ceci étant dit, je vais maintenant, laisser la parole à Valérie qui représente cette famille et qui va pouvoir nous présenter un petit peu le rôle de cette famille et puis, voilà, comment vous, aujourd'hui, ça se passe, la famille d'accueil et je crois que tu vas nous parler aussi de l'accueil temporaire, qui est une solution que vous mettez en place aujourd'hui. Merci beaucoup Gwendoline. Et donc effectivement, je suis Valérie Monnier. Je travaille pour cette famille. Cette famille, c'est une organisation, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'est donnée pour mission de pouvoir développer l'accueil familial. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps, qui est, comme le rappelait Gwendoline, encadré par une réglementation avec pas mal de choses dedans. Donc il n'y a pas grand-chose à réinventer au niveau de l'accueil familial. Il faut juste le faire connaître et le mettre en avant parce que c'est un dispositif qui répond à des parcours de vie et qui n'est pas forcément identifié aussi bien par les personnes qui pourraient être concernées que par leurs aidants, même et qui est assez peu identifié par les professionnels qui accompagnent aussi ces personnes-là. Donc voilà, c'est la mission que s'est donnée cette famille, c'était de pouvoir mettre en avant l'accueil familial comme étant une des possibilités dans le parcours d'une personne qui pourrait être confrontée soit à une perte de lien social ou une perte d'autonomie, ou enfin, voilà, qui se retrouvait dans une situation où le maintien à domicile devient complexe.
Donc, comment ça se passe concrètement chez cette famille? Aujourd'hui, on a des coordinatrices. Alors, je dis coordinatrices parce que nous n'avons pas de coordinateur, mais bon, ça, c'est pas forcément de notre fait. Donc, on a un plateau qui se situe à Argentan, en Normandie, et ces coordinatrices, elles sont là pour accompagner au maximum les personnes qui nous sollicitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être contacté à un moment donné par une personne qui se retrouve confrontée, je vous disais, en général à une perte d'autonomie. Donc c'est la personne elle-même ou son aidant. Et le rôle de la coordinatrice, c'est de bien comprendre la situation, de bien évaluer la situation personnelle en prenant en compte l'ensemble des besoins, l'ensemble des volontés aussi de la personne qui nous contacte pour pouvoir trouver la meilleure solution. Quand on nous appelle, l'accueil familial n'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Alors après, nous avons cette spécialité sur l'accueil familial, mais on a aussi cette capacité à pouvoir identifier que l'accueil familial est la bonne solution ou non. Et donc cette capacité à pouvoir accompagner le bénéficiaire vers la solution qui est le mieux pour elle. Enfin voilà, ça ne sert à rien d'entrer en accueil familial si jamais ce n'est pas le souhait du bénéficiaire. Donc voilà, donc il y a toute une démarche d'accompagnement qui est mise en place jusqu'à l'entrée dans une famille d'accueil. J'apporte une petite précision à ce que disait Gwendoline, où Gwendoline disait qu'il y a effectivement une forte disparité des familles d'accueil en France, mais il y en a partout. Donc, il y en a partout. C'est-à-dire qu'on est vraiment en capacité à trouver une famille d'accueil aujourd'hui dans 95 départements en France. Et nous, c'est justement, c'est ce pourquoi on est missionné, c'est pour trouver des familles d'accueil. Donc voilà. Donc c'est aujourd'hui, où que vous soyez en France, on est en capacité à trouver une famille d'accueil dans votre département, dans le département voisin. C'est ce que vous rappelez aussi, Gwendoline, c'est que l'avantage d'une structure comme cette famille, c'est qu'on fait tomber les frontières départementales. Vous connaissez le millefeuille administratif français qui fait que c'est toujours un petit peu complexe de sortir du cadre d'un département, d'une région. Voilà. Une structure comme cette famille vous permet d'ouvrir un petit peu les vannes et de pouvoir trouver des solutions dans les départements limitrophes qui sont souvent assez proches de votre bassin de vie, dirons-nous. Donc voilà. Ensuite, donc un petit point également sur l'accueil familial qui répond à des situations aussi d'accueil temporaire, d'accueil d'urgence. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret et j'étais encore hier à l'écoute d'un bénéficiaire qui nous sollicitait parce que sa maman était à l'hôpital. Le bénéficiaire était loin. Enfin, l'aidant était loin à ce moment-là, et le retour à domicile était complexe parce que elle voulait être à côté, elle voulait être rassurée pour sa maman. Et du coup, en fait, la solution, ça a été de mettre en place un accueil temporaire pour ce bénéficiaire en accueil familial. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on se retrouve pour une courte durée. Alors, les accueils temporaires que l'on voit, en général, sont entre 3 jours et une semaine, hein, globalement. Mais il n'y a pas de règle. Encore une fois, c'est un contrat, comme le rappelait Gwendoline. L'accueil familial, c'est un contrat entre une famille d'accueil et un bénéficiaire. Ensuite, les règles, elles sont définies, elles sont encadrées, bien entendu, par la réglementation et par les conseils départementaux. Mais les règles, elles se définissent entre la famille d'accueil et la personne qui est accueillie. Et du coup, voilà, dans cette situation-là, il y a un accueil qui s'est fait pendant une semaine dans une famille d'accueil, le temps que l'aidant puisse se rapprocher, s'organiser pour se rapprocher de sa maman. Et puis surtout, ça a permis à la personne de sortir du monde hospitalier, ce qui est toujours plutôt une bonne chose. Enfin voilà, en général, on est content de sortir de l'hôpital, d'arriver dans un environnement qui lui correspondait, qui était adapté, parce que voilà, mon domicile n'est pas forcément adapté à la nouvelle dépendance que j'ai en sortant d'une hospitalisation, et avec un professionnel, parce que, comme le rappelait Gwendoline, les familles d'accueil sont des professionnels, ils ont un agrément, ils sont formés, ils sont accompagnés et suivis, donc ce sont des professionnels, et donc ils sont là pour accompagner voilà, une personne qui peut présenter des fragilités. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça offre une très grande variation
variation de possibilités, aussi bien sur donc des accueils temporaires que sur des accueils permanents, que même sur des accueils séquentiels. Hein, c'est des choses que l'on voit aussi régulièrement sur, on va se dire, une semaine, un week-end par mois, une semaine par mois. Je vais en famille d'accueil, ça me permet de voir du monde parce que finalement j'ai une perte de lien social qui est assez forte. Ça me permet voilà, d'avoir des activités, de pouvoir créer un lien avec cette famille d'accueil, avec les personnes qui habitent dans cette famille d'accueil. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités différentes. Donc voilà un petit peu les schémas qui sont mis en place. Alors il faut savoir aussi que chez cette famille, on a mis en place des partenariats très forts, notamment avec les caisses de retraite complémentaires, qui permettent de prendre en charge souvent le coût d'un accueil. Ou le coût de recherche d'une famille d'accueil, le coût d'un accueil temporaire. Donc voilà, et ce qui permet d'arriver à des restes à charge qui sont assez faibles et du coup de pouvoir parler à un maximum de monde, parce que bien entendu, comme Gwendoline l'a rappelé, hein, les familles d'accueil sont des professionnels qui sont rémunérés pour accueillir les personnes, et donc forcément, voilà, il y a un coût, et donc nous, on travaille aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on peut rendre accessible au maximum de personnes cette solution, et notamment financièrement. Donc voilà un petit peu sur les activités de cette famille. Je ne sais pas si vous aviez d'autres sujets. Alors effectivement, l'accueil familial est un dispositif assez technique, comme tu le rappelais, Gwendoline. Donc bien sûr, moi je suis à votre disposition pour répondre à des questions plus ou moins techniques. On ne va pas rentrer nécessairement dans le détail Non, c'est tout vrai de qu'on suite. pourrait en Mais, dire beaucoup, mais notamment sur l'aspect financier qui est assez complexe, effectivement. alors, et effectivement, l'aspect financier est extrêmement complexe, et ce qui est d'ailleurs un repoussoir pour certains aidants à faire entrer son proche en accueil familial. Et c'est là où nous aussi nous intervenons pour aider les aidants dans le cadre voilà, de la prise en charge administrative Très bien. en accueil familial. Donc Oui, voilà. par exemple, pour le contrat ou toute la partie CESU qui est quand même assez complexe, Il y c'est a, quelque chose que oui, vous oui, accompagnez. et puis, exemple très rapide, le bulletin de rémunération. Avoir 4 variables dans un bulletin de rémunération, c'est assez lourd. Une des variables qui peut un petit peu évoluer, c'est le service. Et les services, on voit MG et qui seront pondérés avec des frais de suggestion. Effectivement, ce sont des termes qui ne sont pas communs, que l'on ne connaît pas, et qui à des professionnels du médico-social, mais j'irai plus loin, à des professionnels de l'accueil. Finalement, le législateur n'a pas été très sympa, on va dire, avec les aidants là-dessus, puisqu'il n'a pas rendu le vocabulaire accessible, il n'a pas rendu ça accessible pour tous. Et du coup, enfin, aujourd'hui, c'est très très compliqué de s'en sortir tout seul dans le cadre administratif en accueil familial. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour accompagner les personnes qui se retrouvent en difficulté là-dessus. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes pas mal sollicités. Oui, j'imagine. Et sur la partie, parce que tu parlais d'aide par des retraites complémentaires, concrètement, si la personne vous appelle pour trouver, une famille d'accueil, est-ce que vous allez pouvoir faire un point sur ces aides possibles et sur les parce que ça dépend de la caisse de retraite, j'imagine la personne, Et bien entendu. Alors en fait, c'est toujours, vous savez, il y a pas mal de services où on commence toujours par vous demander des informations. Et ben finalement, nous, c'est quelque chose que l'on fait aussi, alors un Mmh, peu à regret, mais finalement, c'est pour mieux accompagner le bénéficiaire. Parce que prendre des informations va nous permettre d'identifier la caisse de retraite complémentaire, la mutuelle, différents acteurs qui vont pouvoir participer aussi bien à la mise en place de solutions, au financement de la mise en place de ces solutions, parce que dans notre mission, dans le diagnostic que nous réalisons et dans les solutions qu'on apporte, on a aussi cette partie sur le financement. C'est prendre bien en sûr. compte aussi votre environnement financier. C'est est-ce que la retraite est importante ou pas? Est-ce qu'elle permet de financer la totalité? Est-ce que vous avez cette volonté aussi de payer tel prix, telle chose? Enfin voilà. Et donc on travaille aussi bien sûr sur ces aspects. Il y a tout un volet aussi sur les dossiers APA, donc qui est une aide sociale liée, une aide légale, pardon, qui est liée à la perte d'autonomie. Il y a tous autour des APL, donc les aides pour le logement.
Mmh. auxquelles on est exigible. Et ensuite, chaque département a aussi des propres aides. Donc ça aussi, ça c'est notre boulot de pouvoir vous accompagner là-dessus, vous identifier où sont les leviers, qu'est-ce qu'on va pouvoir activer pour pouvoir mettre en place la meilleure des solutions. C'est toujours la meilleure des solutions. Et effectivement, dans le cadre des partenariats qu'on a avec les caisses de retraite complémentaires, hein, une caisse de retraite complémentaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vais vous donner un exemple, c'est AG2R La Mondiale, c'est Malakoff Humanis, par exemple ProBTP, voilà, ce sont globalement les plus grosses, hein. Mais donc dans le cadre de ces partenariats-là, bah, il y a la prise en charge du service, et puis il y a ensuite des aides qui peuvent être débloquées pour certains dispositifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous êtes adhérent Malakoff Humanis, vous pouvez aller avoir un séjour temporaire en accueil familial, donc y passer une semaine, et Malakoff Humanis va prendre en charge une grosse partie du coût de cet accueil-là, et du coup le reste à charge il sera de 180 € pour 7 Ouais. jours en famille d'accueil, logé, nourri, blanchi. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant financièrement, parce que voilà, ils se sont mobilisés en se disant, bah voilà, c'est une bonne solution, il faut qu'on puisse développer cette solution-là, et il faut qu'on puisse accompagner nos allocataires sur ce dispositif-là. Superbe. Je vais me permettre de mettre le numéro de téléphone de cette famille, dans la conversation. Oui, Heu, bien sûr. parce que donc toutes ces infos, sont retrouvables sur le site, hein, qu'on a mis, et on a aussi Lou qui a mis les infos, parce qu'il y avait Cathy qui nous parlait de cette famille avec comme le chiffre 7, Ah bah, c'est un mais jeu de non. mots. Mais vous savez, on fait le lien avec le jeu de cette famille, parce que le jeu de cette famille, c'est Oui. quelque chose qui réunit aussi la famille autour d'une table. Et beaucoup de familles d'accueil ont droit, quand elles rentrent dans le réseau de cette famille, elles ont droit à un jeu de cette famille que Ah, l'on très retrouve bien. pour jouer avec les personnes qui sont accueillies. Et c'est toujours bien reçu, parce que, parce que Bien sûr. voilà, ça fait partie des activités régulières, le jeu de cartes dans Ouais. les familles d'accueil. Superbe. Bah, merci beaucoup Valérie pour toutes ces infos. De toute façon, tu restes avec nous, s'il y a des questions, donc là à l'écrit, et puis après s'il y a des questions, à l'oral, et bah, c'est très clair. Merci beaucoup pour tout ça, et on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses. Enfin moi pour le coup, avant, d'être en lien avec cette famille, je connaissais pas par exemple l'accueil, temporaire familial, et je trouve que c'est une solution qui est aussi très intéressante et qui permet de répondre à des situations d'urgence dans lesquelles parfois les aidants sont vraiment, très embêtés et très stressés, et donc c'est super. Donc merci beaucoup. Alors je reviens sur ma présentation, après cette belle, partie, sur cette famille. Donc au niveau du fonctionnement, il y a quand même quelques conditions à remplir, pour pouvoir être accueilli. Donc déjà, il ne faut pas y avoir un lien de parenté avec l'accueillant familial. Ça doit être vraiment une personne, extérieure à votre famille. Il faut être alors valide ou avoir une perte d'autonomie qui est compatible avec l'accueil familial. C'est vrai qu'il y a certaines situations, et moi là, par exemple, la famille d'accueil, dans laquelle, je suis allée, hem, où, bah, finalement certaines pathologies, notamment il y avait, un monsieur qui avait une maladie d'Alzheimer, et qui était agressif, qui n'était pas possible dans cette famille parce qu'il y a des enfants, donc c'était pas forcément adapté. Chaque famille d'accueil va avoir ses possibilités. Alors je vois là, que Cathy nous parle de personnes qui ont des maladies neuropsychiques traitées et stabilisées. Alors je sais pas Valérie si là-dessus, c'est peut-être assez, ça dépend des pathologies, c'est pas forcément très simple. Bon là, Alors, effectivement, ça dépend des pathologies, mais ça dépend surtout de la famille d'accueil. Ça veut dire que oui, certaines ont les compétences pour pouvoir accueillir une personne avec une maladie, enfin voilà, avec des pathologies précises. D'autres n'ont oui, pas ces compétences-là. Donc, en fait, c'est très variable. Mais c'est là aussi tout le rôle d'un intermédiaire comme cette famille, hein, c'est de pouvoir définir la bonne famille pour la bonne personne. bien sûr. Donc, il y a aucune porte n'est fermée. Très bien, Mais le tout, c'est de trouver la bonne famille au bon endroit, qui a les bonnes c'est ça. compétences. Voilà. Ouais, super. Ouais, donc finalement, Cathy, il y a pas forcément, de limite sur, la possibilité d'accueillir, les personnes qui ont, voilà,
pathologie type bipolarité, mais il faut trouver la bonne famille, comme le disait Valérie. Donc c'est vraiment cette compatibilité qui est extrêmement importante. Au niveau des critères de choix, quand vous allez faire votre choix pour vous, pour une personne que vous accompagnez, il y a déjà cet aspect du nombre de places disponibles. Parce que les familles d'accueil, bah, évidemment, elles ont des personnes qui vivent avec elles et qui, généralement, y restent, sauf dégradation de l'état ou évidemment au moment du décès. Mais voilà, vous avez des familles d'accueil, chez lesquelles il y a plus de place, il y a un petit peu de place, il y a une chambre de disponible. On m'a parlé aussi, et ça j'avais trouvé ça très intéressant, de compatibilité aussi de caractère. On va avoir des familles d'accueil dans lesquelles on va avoir des groupes qui fonctionnent très bien, qui s'entendent très bien. Et l'idée, c'est de trouver des caractères qui s'entendent. Donc ça aussi, ça va être important que vous soyez dans une famille et que vous puissiez choisir un lieu dans lequel vous vous sentiez à l'aise avec des personnes avec lesquelles vous pourriez échanger. La situation géographique est évidemment extrêmement importante. Alors certains vont changer de région pour se rapprocher des enfants, des petits-enfants. D'autres vont préférer rester dans leur région dans laquelle ils ont des amis, des proches. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect qu'il faudra voir. Alors soit effectivement en faisant votre recherche seule, soit en étant accompagné par des structures comme cette famille. La pathologie, le besoin, on peut ne pas avoir tous les mêmes besoins. On parlait de lien social tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus important, très médicalisé, et d'autres pas du tout. Donc ça dépendra aussi et ça déterminera le choix de votre famille d'accueil. Une famille d'accueil, par exemple, pourra pas forcément accueillir 3 personnes qui ont des pathologies lourdes. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y aura aussi, et comme dans un EHPAD, hein, cette idée de compatibilité, de travail collectif tous ensemble. Et puis après, il y a cet aspect de est-ce que vous avez besoin, pour vous, votre proche, d'un accueil à temps complet, à temps partiel. Donc l'accueil à temps partiel, Valérie en parlait, ça peut être un accueil de jour, un accueil alors séquentiel. Moi, j'ai découvert ce terme récemment, mais c'est se dire, bah, effectivement, que la semaine et pas les week-ends, que les week-ends, une semaine par mois. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont faisables, mais bien sûr, les familles d'accueil, toutes ne sont pas adaptées pour ce type d'accueil. Donc, il faut vraiment aussi que ça soit discuté avec la famille. Alors, sur les formalités, alors là, on rentre dans un dans un beau petit, millefeuille, hein, effectivement, ou même on pourrait dire un bazar administratif, c'est quand même extrêmement complexe, hein. Moi, pourtant, connaissant un petit peu le CESU pour en avoir fait, pour avoir accompagné des personnes sur la partie administrative lorsqu'il y avait des aides à domicile, je sais que le CESU, c'est quand même, un travail, hein. Enfin, ça demande de l'énergie d'aller remplir tous les mois le nombre d'heures, de mettre en place tout ça. Donc il y a vraiment 2 aspects. Il y a le contrat, donc il y a un contrat d'accueil qui est signé. Alors ce contrat, vous pourrez le retrouver, moi j'ai trouvé sur le site, Famidac un exemple de contrat. Donc là, c'est le contrat type. C'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment comment ça se passe. Donc, on précise, bah, le nom de chacun, est-ce que, quelles sont les obligations de chacun aussi au niveau matériel, ce que l'accueillant familial doit mettre à disposition, la restauration, donc tout est précisé et ça, c'est vraiment important parce que finalement, c'est là que vous allez pouvoir, mettre tous les éléments qui peuvent ensuite créer des litiges ou des points de friction. Donc c'est vraiment important de bien travailler ce contrat-là. Et j'imagine que, côté cette famille, vous aidez à la réalisation, à la rédaction de ce contrat-là. Est-ce que c'est le cas, Alors, Valérie? tout à fait, on aide à la réalisation parce que, excuse-moi Gwendoline, mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça, puisque Ah! chaque département a ses propres règles. Ah! Oh bon, Donc, bah, donc c'est encore plus complexe. il y a une D'accord. base commune, mais Ouais. ensuite, il faut aller chercher dans chacun des départements les spécificités liées au département. D'accord. Et donc, c'est effectivement assez complexe et nous, c'est ce que l'on fait quotidiennement pour l'ensemble des personnes qui rentrent en accueil familial, c'est qu'on les aide à remplir le contrat ou au moins à comprendre
Bien sûr. à comprendre ce qu'il y a dedans et à ce qu'il n'oublie pas. C'est ce que tu disais, c'est extrêmement précis, mais donc il faut pas oublier des choses. Ah oui. Donc voilà, donc on accompagne beaucoup de bénéficiaires là-dessus. Super. Et alors, moi, j'ai vu aussi l'aspect donc projet d'accueil personnalisé qu'on retrouve aussi en EHPAD, hein, avec quel est votre projet de vie, quels sont les loisirs, les activités que vous voulez continuer à faire, et une partie sur la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Donc, il y a quand même des choses assez cadrées. Le projet d'accueil, c'est peut-être pas encore mis en place. Je ne sais pas si c'est pour l'instant le cas. Ça dépend beaucoup des départements, encore une fois. Aussi, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est cette complexité-là qu'on a et je trouve qui est le plus complexe, sur l'aspect famille d'accueil. C'est que chaque département a effectivement ses façons de faire et donc finalement, on peut vous donner des infos aujourd'hui, mais selon votre département, l'aspect administratif sera pas le même et c'est ce que disait Valérie et ça, c'est vraiment important. Et puis il faut effectivement adhérer au CESU, donc ça, c'est un site qui est fait par l'URSSAF. Je vous ai mis des liens, hein, qui vous permettent d'avoir, certaines infos, d'aller un petit peu plus loin. Le site service-public.fr est toujours vraiment, très intéressant. Il y a notamment sur le site, toute une partie accueil familial et vous avez des simulateurs qui vous permettent, de voir, un petit peu quelles sont les cotisations qu'il va y avoir. Alors c'est évidemment extrêmement compliqué, mais ça peut vous donner une idée. Et puis, on a aussi le lien vers le site CESU. Enfin, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, c'est le site de l'État, du gouvernement. Donc, au moins, on est sûr du résultat. Le coût de l'accueil. Alors, là aussi, j'ai essayé de retrouver un peu ce que ça comprend. Valérie, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est important de vraiment le décortiquer pour comprendre ce qu'il y a dedans. Pour un EHPAD, on a à peu près la même chose et pour ceux qui, ont des petits-enfants ou, l'ont utilisé pour leurs enfants, ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on a avec les assistantes maternelles. C'est assez similaire. Donc il y a la partie rémunération pour service rendu. Donc là, c'est la rémunération, de l'intervenant. Donc là, a priori, légalement, moi, c'est ce que j'ai trouvé, sur le site Service-Public, on est à 25,63 brut par jour, euros brut par jour. J'imagine que ça change tous les ans. Il y a la partie congés payés, donc évidemment, ils ont des congés, hein, vos accueillants familiaux. D'ailleurs, Valérie, petite question, comment ça se passe quand l'accueillant part en vacances, ou la personne âgée? Alors ça, c'est prévu dans le contrat, justement. Dans Ah, le contrat, d'accord. il y a une partie qui précise que, il y a des remplaçants. Ah, très bien. Il y a des remplaçants qui sont identifiés avant Mmh. et donc qui permettent à l'accueillant de pouvoir s'absenter une journée, 2 jours ou une semaine. Et si jamais les remplaçants ne sont pas disponibles, bah, il faut trouver une autre famille d'accueil à côté ou un remplaçant qui vienne. Et ça, voilà, c'est aussi une des missions que nous réalisons, c'est de pouvoir trouver les remplaçants ou Ah trouver oui. des solutions de remplacement. Ouais, 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 parce que c'est une vraie complexité et je sais que parfois, il y a certaines familles qui prennent le relais dans ces moments, des aidants qui vont, Oui, tout à fait. accueillir la personne. Mmh. Oui, effectivement. Très bien, donc cette partie congé qui est importante. Ensuite, il y a une partie indemnité liée au handicap ou à la perte d'autonomie, donc là qui est vraiment une partie, dépendance en fait, hein, qui, est entre 3,79 et 14,97, c'est très précis, hein, selon le degré de dépendance. Il y a aussi ce qu'on pourrait dire un loyer, hein, en fait, une indemnité de mise à disposition des pièces du logement. Donc là, par exemple, ça dépendra, de la taille, mais aussi surtout de l'emplacement. Si vous êtes, dans une pièce qui fait 20 carrés en plein Paris ou si vous êtes dans une chambre de 9 carrés, dans la Creuse, ce sera un peu différent en termes de tarification. Et puis, il y a une indemnité d'entretien, donc ça qui comprend, plus l'aspect, je dirais presque hôtellerie, hein, de l'accompagnement entre 7 € et 18 €. Donc là aussi, c'est des choses qui se négocient et qui dépendent de ce que va faire et de la qualité, voilà, si peut-être si vous avez des droits en soie, qui sont qui sont changés tous les jours, ça sera un petit peu différent. Donc tous ces coûts-là, c'est vrai qu'il faut les additionner ensemble. Après vous allez me dire: «Bah oui, mais ça fait combien à la fin?» Et ben, c'est assez compliqué à savoir. Alors alors là, je suis sur les aides, mais on parle plutôt de reste à charge. C'est vrai qu'en tout cas,
pour avoir discuté avec cette famille, le coût complet n'est pas forcément quelque chose qu'on prend en compte ou qu'on peut calculer facilement. Par contre, un reste à charge, et je pense que c'est important, et je l'ai mis en parallèle avec celui d'en EHPAD. En EHPAD, sur un coût moyen de reste à charge, on est à 1 800 €, en famille d'accueil, 1 100 €. Donc, quand on additionne tout ça et qu'on rajoute les aides, dont je vais vous parler tout de suite, on arrive à 1 100 €. Donc, au niveau des aides, il y a toute la partie, il y a plusieurs parties. Il y a, pour la partie, loyer, vous pouvez, financer cette partie-là avec les APL, l'aide personnalisée au logement. Ça dépendra du montant de la retraite, hein. Là, c'est vraiment, c'est aussi, à mon sens, géré par les départements, je crois, donc ça dépend aussi du département. Ensuite, alors si ça, j'ai une question d'ailleurs, Valérie, tu vas peut-être pouvoir y répondre, mais est-ce qu'il y a l'obligation familiale qui peut intervenir en famille d'accueil? Est-ce que les familles peuvent être, on peut demander à ses enfants, à participer? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, c'est effectivement le cas dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement. Ouais, C'est-à-dire que avant de bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement, on doit faire intervenir les obligés alimentaires, effectivement. d'accord, OK. Donc même principe que en EHPAD, parce que c'est vrai que moi je connais plus la Exactement situation pareil. qu'en EHPAD. Ouais, OK, c'est très bien. exactement pareil. Superbe. Donc pour ceux qui ont connu ma conférence sur le financement de l'EHPAD, on est quand même sur quelque chose qui ressemble beaucoup, donc très complexe, hein, voilà. On ne s'arrête pas là sur la complexité. Donc l'aide sociale à l'hébergement, c'est une aide qui permet de financer effectivement le logement de la personne et qui est, en fait, on vient mettre en premier lieu, demander aux enfants, aux petits-enfants, combien ils peuvent mettre, hein. Alors c'est une étude qui est faite, une étude sociale qui est réalisée, et ensuite le reste, donc par exemple s'il reste 500 € à financer, sera financé par l'aide sociale à l'hébergement. Attention, c'est récupérable sur la succession. Alors s'il y a, succession, il y a, hein, si la personne à son décès, n'a pas de succession, on ne va pas aller demander, à la famille, de financer. Par contre, c'est à ma connaissance la seule aide qui est récupérable. Donc on vous demande en général, d'utiliser, tous vos, comptes épargne, enfin voilà, avant de faire intervenir l'aide sociale à l'hébergement. Il y a uniquement par contre le, logement principal que nous ne sommes pas obligés de revendre, pour, financer, son hébergement, donc qui est là, dans notre cas, la famille d'accueil. Mais ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, on, reçoive un héritage, au milieu de son séjour en famille d'accueil. On avait l'aide sociale à l'hébergement. Dans ces cas-là, bah, l'aide sociale s'arrête, hein, parce qu'on appelle ça le retour à meilleure fortune, et en plus, on va devoir rembourser ce qui avait été, financé par l'aide sociale à l'hébergement. Donc c'est une aide qui est extrêmement, importante et nécessaire pour les personnes qui ont des petites retraites, des petites ressources, mais attention quand même, il y a quand même, pas mal d'infos à connaître. Et pour la partie, dépendance, vous avez l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, donc qui est une aide qu'on peut avoir à domicile, qu'on peut en avoir en EHPAD et qu'on peut avoir en famille d'accueil, qui, alors ne dépend pas des ressources, tout le monde peut y avoir droit. Par contre, le pourcentage de prise en charge par le département dépend des ressources. Donc selon les ressources de la personne, vous allez avoir 30, 60, 70 qui va être financé par la personne âgée et le reste par le département. Donc cette aide-là, elle est sur la partie, je le rappelle, dépendance, donc pas sur la partie loyer, mais vraiment sur, les soins, l'aide qui va être apportée, pour accompagner la personne dans sa dépendance. Il y a aussi une, partie crédit d'impôt, qui est fiscale, en fait, celle-ci. Vous pouvez déduire de vos impôts une partie, du coût de la famille d'accueil. Alors attention, pas la partie loyer, qui elle n'est pas ce qu'on appelle du service à la personne, donc pas déductible des impôts, et c'est un crédit d'impôt, donc même si vous ne payez pas d'impôt pour la personne, qui est en famille d'accueil, elle recevra, donc c'est 50 hein, de crédit d'impôt. Elle recevra, ces fonds. On l'a vu, hein, pour ceux qui en ont, qui ont des aides ménagères, on reçoit en fait, les sous sur son compte un petit peu en avant.
Alors, Cathy, est-ce que le résident doit avancer tout le coût de l'accueil familial? Alors, non, ce n'est pas le cas. En tout cas, alors pour les APL, en général, ça peut être financé directement par le département auprès de la famille d'accueil. L'APA, c'est pareil. L'ASH également. Donc, pour moi, Valérie, tu me retoques si je me trompe, mais il n'y a pas à avancer, à être remboursé après. Encore une fois, ça dépend des départements. Mince. Parce qu'il y a effectivement une partie des départements qui vont régler directement la famille d'accueil, comme tu le disais à l'instant, mais après, il y a d'autres départements qui sont un peu moins organisés et qui, du coup, demandent à ce que l'avance soit faite. Et ensuite, c'est donc la personne qui est accueillie qui va toucher sur son compte les aides qui sont liées à son accueil. Donc, D'accord. encore une fois, c'est comme c'est un dispositif qui est départemental, il y a 95 règles différentes en France. Ok, très bien. Bon, bah merci Valérie, heureusement que tu étais là. Mais on aurait pu t'enregistrer avec un message, ça dépend des départements en fait. Ouais, je suis en train de me rendre compte de ça, donc je vais essayer de trouver un synonyme pour la prochaine intervention. Non, mais donc merci et désolée Cathy pour cette réponse qui n'était pas tout à fait exacte. Ça dépend du département. Alors, les revenus minimums pour pouvoir envisager une famille d'accueil. Alors, est-ce qu'il y en a, Valérie, un revenu minimum? Dans la mesure où on peut faire intervenir l'aide sociale à l'hébergement, il n'y a pas de revenu minimum pour envisager une famille d'accueil, puisque, comme le rappelait Gwendoline, l'aide sociale à l'hébergement, elle est là pour compléter, le manque pour financer l'hébergement. Je ne sais pas si je suis clair, mais Si, tout à fait. Donc, ça peut financer 100%. Il peut y avoir zéro reste à charge derrière pour une tout à personne qui fait, n'a pas du tout de ressources. Enfin, exactement. ce qui est quand même. Enfin, en général, les plus de petites retraites, on est sur le minimum vieillesse. Effectivement, ça sera utilisé pour financer. Sachant qu'il faut savoir que quand on utilise l'aide sociale à l'hébergement, il y a 10% de la retraite des ressources qui est conservée pour la personne. Alors 10% avec un minimum, je crois, de 100 euros, ça permet d'avoir quand même une centaine d'euros pour financer les vêtements, les petites choses. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais en tout cas, ça peut être financé à 100%. Donc, alors, c'est la même chose en EHPAD, hein. Là, on va pas non plus prêcher que pour la famille d'accueil. C'est le cas aussi en EHPAD. Toute personne peut aller dans une structure, quelle qu'elle soit, et ça sera financé. Par contre, sur l'EHPAD, la complexité, c'est que toutes les EHPAD ne sont pas habilités à l'aide sociale, donc ne peuvent pas recevoir l'aide sociale. Est-ce que toutes les familles d'accueil sont habilitées à l'aide sociale? Oui, dans la mesure où elles ont un agrément départemental D'accord. et en fait, le fait d'obtenir un agrément pour la famille d'accueil vaut le respect d'un encadrement tarifaire, entre guillemets. Très bien. Très bien. Donc voilà, à partir du moment où la famille d'accueil respecte un encadrement tarifaire qui est défini par le conseil départemental, la famille d'accueil est habilitée à l'aide sociale. Très bien. Bon, super. Bah, merci Valérie en tout cas d'être là parce que c'est vrai que je peux poser des questions ultra précises sur lesquelles je n'avais pas eu forcément mes réponses et j'ai toutes les réponses. Donc, super. Alors, Cathy, vous nous dites, alors, avant l'aide sociale à l'hébergement, est-ce qu'on peut contraindre les enfants et petits-enfants? Alors, contraindre, il y a une obligation familiale. Donc, ça, c'est une obligation qui est légale. C'est envers ses parents et parfois ses grands-parents. Alors, les grands-parents, donc les petits-enfants, c'est quand même très rare. Il y a très peu de départements. C'est toujours, là, on pourrait demander à Valérie d'intervenir, mais ça dépend des départements. Mais il y a très peu de départements où les petits-enfants peuvent être, on peut demander aux petits-enfants. Et on va effectivement faire un point avec une assistante sociale sur les dépenses et les ressources de chacun des enfants. Et combien est-ce qu'ils peuvent mettre en fait pour financer la famille d'accueil dans notre cas. Ça peut être rien du tout parce que parfois on n'a pas assez de ressources. Ça peut être des montants importants et ça ne sera pas égal entre les enfants. Ça dépendra des ressources. Donc cet aspect-là, c'est l'aspect le plus litigieux entre les familles, hein. Dans les fratries, ça peut être très compliqué. Parfois, il y a des conflits là-dessus. Mais c'est sûr que de toute façon, l'aide sociale à l'hébergement n'interviendra que après avoir vérifié que les enfants et petits-enfants ne peuvent pas intervenir. Donc c'est vraiment deuxième partie.
Donc, je vous le disais, le coût moyen d'un reste à charge, on est sur 1 100 € en famille d'accueil. C'est un coût moyen, hein, donc pour certaines personnes, ça va être 0. Pour d'autres, elles vont payer la totalité parce que, elles auront des ressources qui permettront de payer la totalité. On est vraiment dans cet aspect, comme dans un EHPAD, hein. Là, vraiment, ça ressemble beaucoup, sauf que le coût moyen est un peu plus élevé en EHPAD, donc c'est vrai que c'est une solution qui est un petit peu plus économique. De rien, Cathy, c'est vrai que là, on a notre spécialiste, qui est là et c'est parfait. Au niveau des sources et références, donc, je vous invite vraiment à aller, regarder les sites internet. Donc il y a service-public.fr avec plein d'infos, très importantes et très intéressantes. Bien sûr, le site de cette famille dont on parle tout à l'heure, cettefamille.com, et le site de Famidac aussi, parce que je voudrais pas faire de jaloux, et qui a pas mal d'infos aussi intéressantes, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc je vais laisser la main à Pascal. J'espère que vous avez appris plein de choses et je suis, ravie d'avoir pu, partager, voilà, mon micro avec Valérie qui nous a aussi, donné des super précisions. Merci beaucoup pour Merci. l'invitation, c'était avec un grand plaisir. Merci Valérie, c'était très intéressant et très précis sur les questions et les réponses justement. Merci Gwendoline pour cette présentation, c'était très intéressant. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien cliqué ici. Nous, on en a besoin, c'est pour faire un retour à nos financeurs et ça permet aussi de préparer des petits sujets pour la rentrée, puisque vous avez une petite partie, un petit encart où vous pouvez mettre des suggestions. Donc n'hésitez pas à répondre. Je vous reparle du projet de Gwendoline, du livre audio « Ça déménage chez les seniors », un livre audio coécrit avec Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors, qui est très très intéressant. Et donc je vous remercie. Tiens, c'était quoi? Vous avez une enquête. Alors, j'avais pas vu ce slide, dis donc. J'ai mis cette enquête demandée par notre partenaire l'Allier, et c'est une enquête sur l'habitat inclusif et je trouvais ça intéressant dans cette conférence de la rajouter. Voilà. Merci. Désolée pour cette surprise. Donc, cliquez ici et vous aurez accès à une enquête donc, pour le département de l'Allier sur l'habitat inclusif. Donc, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Je vais clôturer cette visioconférence, mais avant qu'on parte définitivement, j'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions directement à Valérie ou à Gwendoline si vous en avez. Donc on se retrouve en septembre. En attendant, inscrivez-vous sur le site movadom.eventbrite.com. Vous pouvez poser vos questions par mail à contact@movadom.com. Gwendoline trouvera peut-être un petit moment pendant la fin des congés pour répondre. Et puis vous pouvez retrouver donc cette famille sur le site internet 7ce2te famille.com. Donc merci au département de l'Essonne et à la CNSA pour le financement de cette conférence. On se retrouve très bientôt.